Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur les dispositifs médicaux avec intelligence artificielle. Vous êtes déjà plus de 250 personnes connectées. Les participants arrivent au fur et à mesure. Je suis Corinne Collignon, je suis adjointe au chef de service évaluation des dispositifs médicaux à la HAS. Et je suis entourée, alors virtuellement malheureusement, on aurait aimé être plus proches les uns des autres, mais les circonstances ne le permettent pas, d'Isabelle Hanot, présidente de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, qu'on appelle CNEDIMTS, et de Cyril Olivier, chef de projet dans mon équipe. Ce webinaire va durer 1 heure. On vous propose une première partie relativement brève qui va durer une vingtaine de minutes, qui va nous permettre de revenir sur les principes généraux d'évaluation qui s'appliquent aux dispositifs intégrant l'intelligence artificielle et pour ces technologies-là, sur les éléments spécifiques du dossier à déposer. Et on souhaite surtout consacrer la plus grande partie de ce webinaire à l'échange sur justement les éléments du dossier à apporter concernant le volet intelligence artificielle des technologies. Et pour cela, vous avez à droite de votre écran un onglet questions qui va vous permettre tout au long de la conférence de nous transmettre les questions que vous avez à nous poser et que vous souhaitez qu'on aborde. Alors, ce webinaire dure 1 heure, donc on va essayer de traiter un maximum de questions dans le temps imparti, un maximum de questions qui concernent nos process. Si toutefois nous n'avons pas le temps de les traiter toutes, et il y a de fortes chances pour que cela arrive, pas d'inquiétude, nous prévoyons de constituer une foire aux questions par thématique où vous retrouverez l'ensemble des réponses aux questions que nous n'aurons pas eu le temps d'aborder. Un point de vigilance, ceci dit, nous ne pourrons pas traiter de questions spécifiques. Donc, dans la formulation de vos questions, veillez bien à utiliser une formulation générale qui nous permettra de la traiter en direct. Voilà pour les principes. En cas de problème technique, vous pouvez utiliser le système de chat qui est à la gauche de l'onglet questions et les collaborateurs de la HAS essaieront de vous aider sur ces difficultés techniques. Donc, le chat pour les problèmes techniques et l'onglet questions pour nous transmettre les volets que vous souhaitez qu'on traite dans la deuxième partie de ce webinaire. Isabelle, je vous propose de démarrer. Merci Corinne. Bonjour à tous et je vais déjà répondre à la première question. Oui, le replay de ce webinaire sera disponible. Comme nous avons un temps très contraint, bien sûr, ce que je vais faire, c'est que rentrer très rapidement dans le sujet et partager le constat avec chacun d'entre nous ici, bien sûr, le numérique est rentré maintenant dans le monde de la santé. On ne peut que s'en réjouir parce que c'est une grande aide dans le système de santé de demain. Donc, qu'est-ce que nous avons vu à la CNEDIMS? Ce que nous avons vu, c'est de plus en plus de dispositifs médicaux connectés. Qui dit dispositif médical connecté dit forcément à un moment ou à un autre partage de données. Et qui dit partage de données dit il faut pour que ça ait un intérêt traitement des données et de là évidemment des algorithmes qui peuvent être soit décisionnels soit tout autre type d'algorithme. Alors qu'est-ce qui compte pour nous? Ce qui compte pour nous, c'est de faire évoluer nos évaluations autant que de besoin, bien sûr, de façon à ce que le patient puisse bénéficier au plus vite de toutes les innovations utiles. Quand je dis bénéficier, c'est au niveau de la prise en charge, puisque nous, on ne s'occupe pas de marquage CE, mais bien de prise en charge. Et puis, ce qui compte également pour nous, c'est que les patients, mais au-delà les industriels, sachent en toute transparence qu'est-ce qu'on évalue et comment on évalue. J'estime que c'est un devoir que nous avons, cette transparence, parce que c'est comme ça qu'ils peuvent anticiper dans leur dossier et que forcément, ça donne de la fluidité après dans l'évaluation. Et en fait, le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on évalue, est l'objet de ce webinaire, parce qu'en matière d'intelligence artificielle, forcément, on voit bien que les lignes ont changé et qu'il est important que tout le monde sache ce que l'on fait. Donc, du coup, deux parties, comme l'a dit Madame Collignon tout à l'heure, un petit peu de réglementation pour bien cadrer le sujet sur qu'est-ce que nous faisons en CNEDIMS, et puis tout de suite, bien sûr, le vif du sujet, c'est-à-dire la grille intelligence artificielle telle que nous l'appelons
entre nous, même si le terme n'est pas forcément totalement adapté. En tout cas, comme je le disais, ce webinaire est adapté aux missions de la Haute Autorité de Santé. Où est-ce que nous, dans l'état actuel des choses, nous voyons des dossiers? Nous les voyons en CNEDIMS et nous les voyons pour le forfait innovation. On a déjà évalué des dossiers avec intelligence artificielle. Certains sont en cours et d'autres sont à venir puisqu'on sait qu'ils viennent juste d'être déposés. Voilà, donc du coup, on est vraiment dans le vif du sujet. Et d'entrée de jeu, je passe la parole à Corinne Collignon. Merci Isabelle. Alors, après cette introduction qui présente très clairement nos préoccupations, je vais revenir sur quelques principes généraux de l'évaluation, mais surtout en vous expliquant qu'ils s'adaptent tout à fait à ces nouveaux enjeux technologiques et à l'intelligence artificielle. Pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers avec nos processus d'évaluation, je rappelle que nos évaluations, leur motivation est actuellement complètement dédiée à la prise en charge, au remboursement par l'assurance maladie. Ce qui implique que quand nous voyons des technologies, c'est parce que l'industriel sollicite leur remboursement par l'assurance maladie et que cette évaluation intervient après les étapes de mise sur le marché. Donc, les produits ont le marquage CE, ce qui sous-entend que, a priori, tous les prérequis réglementaires sont bien remplis lorsqu'il y a une technologie, lorsqu'un dossier nous est soumis. Notre périmètre d'évaluation est lui aussi complètement sous-tendu aux modalités de prise en charge des différentes technologies. Alors, ce que nous évaluons, c'est clairement les dispositifs médicaux, ce qui fait que les objets connectés qui n'ont pas ce statut, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas de finalité médicale déclarée, ne rentrent pas du tout dans notre périmètre d'évaluation. Et ensuite, y compris dans le volet des dispositifs médicaux, compte tenu des modalités de remboursement différentes selon les utilisateurs, les technologies que nous évaluons sont celles qui sont utilisées par le patient, donc qu'on appelle à usage individuel. Ça implique que ces technologies peuvent tout à fait, notamment lorsqu'elles sont connectées, mettre en relation le patient avec son professionnel de santé, mais sont exclues à ce stade de nos évaluations pour une prise en charge standard qu'on appelle avec un mot qui est pas forcément joli, mais de droit commun, donc une prise en charge par l'assurance maladie classique. On exclut de notre périmètre d'évaluation, elles sont prises en charge au travers d'autres volets, les technologies qui sont à usage exclusif par le professionnel de santé. Donc, c'est un point à avoir en tête dans nos échanges et notre périmètre d'évaluation. Mais malgré ce périmètre bien cadré, on reste, et Isabelle Adno l'a dit, sur une très grande hétérogénéité des dispositifs qui sont évalués par la CNEDIM-TS. Ils peuvent avoir une finalité thérapeutique, diagnostique, notamment dans le cadre de suivi de pathologies chroniques, dans le cadre d'une autosurveillance. Et puis, on a un large pan de technologies qui sont complètement dédiées aux situations de handicap. Et au-delà de cette hétérogénéité par nature et par finalité d'usage, Isabelle Hanot l'a rappelé, il y a une fantastique révolution technologique qui s'opère. Il y a quelques années encore, ces technologies qu'on évalue exerçaient leur action isolément. De plus en plus, et c'est le cas quasiment maintenant pour la plupart des technologies qu'on évalue, elles sont connectées. Et puis, depuis l'année dernière, des dossiers embarquant de l'intelligence artificielle arrivent pour évaluation à la CNEDIM-TS. Donc, grande hétérogénéité technologique. Notre enjeu pour s'assurer que nos méthodes sont adaptées, c'est d'adapter les méthodes d'évaluation de la CNEDIM pour ne pas entraîner de retard à l'accès et qu'elles soient pertinentes sur ces nouveaux enjeux technologiques. Pour autant, les critères d'évaluation qui s'opposent à la commission sont réglementaires, donc ils vont être les mêmes pour toutes les technologies qu'on évalue. Alors, ces critères, c'est le premier d'entre eux, c'est le service attendu, qui est le critère qu'on qualifie d'entrée au remboursement, puisque c'est un critère binaire qui est suffisant ou insuffisant. Donc, on comprend assez facilement si la commission émet un avis suffisant pour une technologie, ça va être un avis plutôt favorable à l'inscription de cette technologie sur la liste des produits et prestations remboursables. A contrario, s'il est insuffisant, c'est un avis plutôt défavorable.
Lorsque la commission juge un service suffisant, elle se prononce sur un deuxième critère qui est l'amélioration du service attendu. Ce critère-là va permettre la valorisation du produit par rapport à l'arsenal disponible et l'amélioration du service attendu, elle est gradée sur 5 niveaux entre 1 majeur et 5 absences. Cette notation par rapport au standard de référence le plus souvent va permettre à l'industriel de négocier son tarif de remboursement. Et on comprend facilement que ce sera d'autant plus facile pour lui de négocier son tarif avec le ministère quand il a une ASA de niveau 1, 2 ou 3 que quand il n'en a pas ou quand il a une ASA de niveau 4 qui correspond à une amélioration mineure. Donc, des critères communs, quelle que soit la technologie. Et pour conduire ces évaluations, la commission s'appuie sur les données cliniques qui sont disponibles. Donc, la règle, c'est que l'industriel qui dépose son dossier, et vous êtes nombreux en tant qu'industriel à être connectés à ce webinaire, donc lorsque vous déposez ce dossier, il doit contenir tous les éléments qui permettent d'argumenter vos revendications, qu'il s'agisse de l'indication, de la revendication de services attendus, puisque si vous demandez le remboursement, c'est que vous pensez qu'il est suffisant. Vos revendications en termes d'amélioration du service attendu également, de choix du comparateur, de place dans la stratégie. Évidemment, la commission adapte ses exigences à la typologie et la finalité d'usage du dispositif médical. Et il va être important que les études que vous mettez en place et que vous fournirez dans votre dossier correspondent en termes de critères de jugement à ce qu'on attend de la technologie. Donc, vu la diversité des produits que la commission évalue, on peut avoir une revendication sur des critères individuels qui vont être cliniques. Par exemple, pour un dispositif implantable qui va concerner une pathologie qui engage le pronostic vital, ça pourrait être la survie, mais selon les thématiques, ça pourrait être d'autres critères cliniques comme la douleur, les complications. Et sur le plan individuel, on peut également attendre d'autres bénéfices. Et la commission appelle depuis plusieurs années à ce que les dossiers qui lui sont soumis soient enrichis sur ce volet-là, des critères de qualité de vie, satisfaction. Quand il s'agit du domaine du handicap, on peut aussi envisager d'autres critères qui ne sont pas tout à fait cliniques, mais qui sont des critères tels que la mobilité, etc. Et puis, ces technologies sont de plus en plus connectées. Avec l'intelligence artificielle, on s'attend à d'autres types de bénéfices également, sans altérer la prise en charge du patient. On peut également s'attendre à ce que vous ayez des revendications sur des critères plus collectifs et notamment organisationnels. Donc, la règle, le message, c'est que le dossier s'appuie sur des données cliniques et les travaux descriptifs sur l'intelligence artificielle que nous avons conduits ne visent pas à se substituer à ce volet clinique de votre dossier, mais un message important sur l'adéquation des critères à adapter en fonction de ce qu'on attend de vos technologies. Alors, pour vous aider à constituer vos demandes, il y a des guides sur notre site qui vous guident qui sont destinés à répertorier toutes les informations qui sont nécessaires aux membres de la commission pour comprendre ce qu'est votre dispositif et l'évaluer. Donc, il y a schématiquement deux grandes parties, un volet descriptif dans laquelle dans cette partie, on a essayé de vous guider et de faire une checklist de tout ce qui peut être utile de décrire concernant votre technologie et évidemment, vous l'adaptez en fonction de la typologie de votre technologie. Et il y a une autre grande partie qui est le volet concernant les données cliniques qui va, comme je vous l'ai dit précédemment, soutenir votre argumentaire. L'objectif de ce webinaire, c'est de revenir sur le volet descriptif qu'on a fait évoluer récemment. D'abord en 2019, pour intégrer toutes les spécificités techniques qui peuvent être utiles pour comprendre vos dispositifs médicaux lorsqu'ils sont connectés. Donc, une première actualisation en 2019 sur le volet connecté. Et puis, tout récemment, le mois dernier, nous y avons ajouté une grille descriptive du volet intelligence artificielle. Alors, cette grille, nous l'avons construite et elle représente une cartographie des volets importants des technologies avec intelligence artificielle qui sont embarquées dans vos dispositifs, en faisant le constat sur les premiers dossiers que vous aviez du mal à renseigner dans votre dossier, à décrire le volet intelligent de vos dispositifs.
Et du coup, nous avons mobilisé un groupe d'experts spécialistes de l'intelligence artificielle et l'avons intégré directement dans le guide de dépôt pour que vous la trouviez facilement. Donc, cette grille, vous la trouvez désormais dans le guide de dépôt pour une demande de remboursement standard et également, puisque c'est une partie descriptive qui s'adapte à tout type de dispositifs médicaux, dans le guide de dépôt pour le forfait innovation qui correspond à une prise en charge dérogatoire. Donc, l'objet de ce webinaire, c'est d'échanger sur cette nouvelle grille descriptive et je laisse la parole sans plus tarder à Cyril Olivier qui va vous présenter le concept de cette grille qui vient d'être ajoutée. Oui, merci Corinne. Donc, un seul dossier pour toutes les technologies, que ce soit qu'elles intègrent du numérique ou non. Bien évidemment, il y a des parties qui vont être spécifiques, il y a des attentes spécifiques de la Commission. Pour les dispositifs médicaux connectés, nous avions déjà besoin, nous demandions déjà, donc comme l'a dit Corinne depuis quelque temps, nous avions besoin de la description des données qui sont transmises à un tiers, des interfaces utilisateurs, de l'environnement technique nécessaire à votre technologie, des caractéristiques du service, parce que la qualité de service a un impact sur la qualité, sur l'expérience utilisateur. Voilà, cette relation entre la technique et la clinique, c'est vraiment une caractéristique du monde du DM et c'est celle sur laquelle la CNELIMS travaille. Alors, pour les dispositifs s'appuyant sur de l'intelligence artificielle, là également, nous avons besoin d'informations qui sont spécifiques de cette technologie pour pouvoir l'appréhender. De fait, pour les fonctionnalités s'appuyant sur de l'apprentissage, sur des procédés d'apprentissage automatique, c'est-à-dire pour lesquels un modèle a été conçu à partir de l'entraînement de données, une grille spécifique a donc été développée. Elle est intégrée à chacun des guides de dépôt qui ont été présentés par Corinne. Donc, un guide de dépôt pour l'inscription sur l'LPPR et un autre guide de dépôt lorsque vous sollicitez un forfait innovation. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas d'une nouvelle certification de votre solution, il s'agit bien d'appréhender la manière dont votre système a été conçu et la manière dont il fonctionne. La commission n'a pas d'a priori sur un type de technologie. Il y a une grille qui va être donc spécifique de ces systèmes s'appuyant sur des procédés d'apprentissage automatique, mais ça ne veut pas dire qu'on va valoriser particulièrement ces technologies-là. Voilà, c'est un besoin spécifique pour ces technologies. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Alors, pour en arriver concrètement à cette grille, il y a 42 items qui sont répartis en 4 domaines clés. Ces 4 domaines clés, vous les voyez à l'écran: finalité d'usage, données, modèles, caractéristiques fonctionnelles. Je vais revenir sur chacun d'entre eux. Concernant le premier domaine, c'est-à-dire la finalité d'usage, on va vous demander de redécrire l'usage du DM. Alors, il y a ce que vous revendiquez dans le corps de votre dossier, mais il y a aussi l'usage auquel votre DM peut être destiné, qui peut être un peu plus large. Au sein de cette première partie, on va vous demander beaucoup plus spécifiquement de décrire le rôle de la fonctionnalité intelligente, puisque c'est vraiment l'objectif de cette grille, c'est de décrire cette fonctionnalité. Donc on va vous demander les caractéristiques de la population visée, l'environnement de fonctionnement de votre DM, également, et aussi finalement l'environnement dans lequel va fonctionner cette fonctionnalité. Je vais vous donner un exemple par rapport au rôle de la fonctionnalité. Par exemple, vous avez un DM qui va être une pompe qui va délivrer un médicament. Eh bien, à partir de là, est-ce que cette fonctionnalité va permettre de régler le débit, ou est-ce que cette fonctionnalité va avoir un autre rôle dans ce DM, par exemple de détecter une activité physique ou encore de proposer une adaptation du traitement. C'est également possible au sein du DM, donc vous avez plein de fonctionnalités et celle qui intègre cette fonctionnalité intelligente on souhaite savoir quel est son rôle. Alors, le deuxième domaine qui nous intéresse concerne les données d'entrée. Donc là, on a vu l'environnement dans lequel fonctionnait votre DM, on a vu le DM dans sa globalité, on a vu un peu la fonctionnalité. Maintenant, ce qui va nous intéresser, ce sont justement quelles sont les données qui vont être utilisées par cette fonctionnalité et quelles sont les données qui vont être issues de cette fonctionnalité. Donc, on va parler de données d'entrée et de données de sortie. Alors, comment cerner ces données? On va s'intéresser à leur origine, à leur type, à la façon dont elles ont été acquises
par pour s'intégrer dans la fonctionnalité? Comment est-ce que quelles sont les données finalement qui auront servi à l'entraînement de votre système ou à son réentraînement? Concernant les données de sortie, donc tout à l'heure, je vous ai parlé de fonctionnalité, du rôle de la fonctionnalité. Donc si votre fonctionnalité va conduire à régler un débit, eh bien, la donnée de sortie, ce sera peut-être un débit en millilitres par minute. Si votre fonctionnalité est de détecter une activité physique, peut-être que votre fonctionnalité va donner un score ou un élément chiffré ou autre qui va servir à une autre fonctionnalité de votre DM. S'il s'agit d'une adaptation de traitement, eh bien peut-être que votre fonctionnalité va proposer, par exemple, aux patients de prendre 3 morceaux de sucre. Voyez, donc ce sont les données de sortie. En quelques mots, il s'agit de savoir quelles données permettent quels résultats. Alors, concernant maintenant le modèle, on rentre vraiment dans le cœur du fonctionnement de la fonctionnalité. Après son rôle, quelle est la tâche qui est réalisée par ce modèle? Est-ce que ça va être une classification, un classement? Est-ce que ça va être une prévision au travers d'une régression? Comment ce modèle a été choisi également? Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir tel type de modèle plutôt que tel autre? Et comment il a été conçu? Quelle a été la stratégie? Comment se sont enchaînées les phases d'entraînement, de test, de validation? Et également, éventuellement, si tel est le cas pour votre technologie, comment va se passer le réapprentissage? À partir de quel type de données il va être réalisé? Et également, quelles sont les interventions humaines qui vont intervenir dans ce processus de construction de votre modèle ou de reconstruction de votre modèle ou encore en continu au quotidien. Donc, par rapport aux interventions humaines, est-ce que, par exemple, lorsqu'il y a un réapprentissage à partir de données issues de la vie réelle, comment va se passer le réétiquetage des données? Est-ce que ce sera un expert qui va le réaliser? Est-ce que c'est le patient lui-même qui va valider les données? Comment va se passer cette phase? Donc vraiment, heu il va falloir il y a un certain nombre de cases qui vont vous aider d'items qui vont vous aider à cadrer la façon dont vous allez décrire cela, mais à chaque fois, cette case est une véritable feuille blanche et vous devez vraiment décrire la manière dont vous avez procédé, dont vous avez développé le modèle et dont il fonctionne. Alors, on s'intéresse également, concernant ce modèle, à finalement que va-t-il se passer, excusez-moi, je n'ai pas voilà. Donc la grille aborde le comportement du modèle au travers de ce qu'on a appelé les caractéristiques fonctionnelles. Donc, vous le voyez, cette partie va nous permettre d'aborder un certain nombre d'éléments, notamment la performance de votre modèle. Alors, comment est-ce que vous la mesurez? Quelles sont les métriques que vous utilisez? Quels sont les seuils de performance? Quels sont les résultats que vous avez obtenus à partir de tel ou tel échantillon? On a défini un certain nombre de choses auparavant. On a défini les données, donc les échantillons que vous allez utiliser. On a défini les différentes phases. Et donc maintenant, on va s'intéresser aux résultats au niveau de ces différentes phases lors de l'apprentissage de votre modèle, lors de l'entraînement. Alors, que se passe-t-il également lorsqu'il y a une modification de votre environnement au sens large? C'est-à-dire, si jamais il y a une dérive de votre modèle, voilà, le questionnaire, la grille questionne finalement la robustesse de votre modèle. Elle va questionner aussi sa résilience, c'est-à-dire en cas de situation critique. Par exemple, on a parlé donc d'une pompe qui délivrerait un médicament. Par exemple, si cette pompe, si la délivrance du médicament dépend du fonctionnement d'un capteur, que se passe-t-il si le capteur ne fonctionne plus ou si la liaison avec le capteur ne fonctionne plus? Est-ce que votre dispositif va s'arrêter? Est-ce qu'il va continuer à délivrer une certaine dose? Si oui, laquelle? Quel est le procédé qui va être mis en œuvre à ce moment-là?
Est-ce qu'il y a un autre système expert qui prend le relais? Voilà, est-ce qu'il y a en quelque sorte, est-ce qu'il y a un mode dégradé? Voilà, on va vraiment chercher à connaître le lien qu'il va y avoir entre cet incident et les conséquences cliniques qu'il peut y avoir. Ce lien entre la technique et les conséquences cliniques est vraiment ce qui va intéresser notamment la commission. Donc, on va s'intéresser également à un autre aspect. Cette fois-ci, ça va être pour les utilisateurs, qui concerne l'explicabilité. Donc, l'explicabilité, alors vous trouverez dans votre dossier un glossaire concernant un certain nombre de termes qui sont utilisés ici. L'explicabilité, ce sont de quels éléments disposeront finalement les utilisateurs pour comprendre les paramètres, les variables qui auront conduit au résultat qui va être obtenu. Donc là, on s'intéresse à ce dont vont disposer les utilisateurs en cours d'utilisation. Alors, peut-être que vous aurez mis en place un certain nombre de moyens pour fournir des explications à l'utilisateur, peut-être que vous n'aurez pas pu. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il faut que vous décriviez votre technologie vraiment telle qu'elle est. Alors de même, pour l'interprétabilité, voilà, on va vous demander est-ce que votre système est interprétable, c'est-à-dire est-ce que vous avez mis en place des éléments, est-ce qu'il y a un procédé qui va permettre d'expliquer le fonctionnement de votre système. Voilà, par exemple, pour un système expert qui va reproduire, alors on n'est pas dans le domaine de l'IA, mais pour les systèmes experts, voilà, qui reproduisent un arbre décisionnel, effectivement, l'arbre décisionnel explique le cheminement et la manière dont on obtient le résultat. Donc là, par contre, on est dans des systèmes d'apprentissage automatique. Eh bien, quel système serait éventuellement disponible pour l'interprétation, même si pour l'interprétabilité, même si effectivement c'est un sujet, c'est un challenge pour ces technologies. Alors, si un item ne correspond pas à votre technologie, bien évidemment, vous pouvez ne pas y répondre. Quand vous avez beaucoup d'items qui ne correspondent pas à votre technologie, peut-être que il n'y a pas, enfin peut-être que cette grille ne correspond pas à votre technologie. Et dans ces cas-là, il faut, dans ce cas-là, vous restez dans le guide finalement. Vous allez continuer à remplir la partie description de votre DM sans vous appuyer sur cette grille qui est une annexe et qui correspond à un certain type de technologie. Voilà. Mais si effectivement votre technologie s'appuie sur de l'apprentissage automatique, il y a de grandes chances pour que la plupart des items vous permettent de décrire votre technique. Donc, la diffusion de dispositifs s'appuyant sur de l'intelligence artificielle nécessite le développement d'une confiance des utilisateurs dans ces technologies et finalement permettre à la CNEDIMS de comprendre comment votre DM fonctionne, c'est permettre aussi finalement aux usagers de permettre de comprendre la façon dont la décision va être rendue. Ce sont des déterminants de cette confiance, mais ce ne sont pas les seuls. Alors, vraiment, nous espérons que vous verrez cette grille et plus largement le guide, non pas comme un formulaire administratif à remplir, mais bien comme un outil utile à la diffusion de votre technologie. Corinne. Isabelle, est-ce que vous souhaitez rajouter quelques mots pour clore cette partie Oui, quelques mots effectivement, juste avant de répondre aux questions. Je vois que les questions sont très nombreuses et très intéressantes. C'est toujours très riche de voir ce qui arrive. Et donc du coup, on va y répondre. Ce que je voulais juste redire en synthèse, c'est que nous, à l'HAS, nous intervenons en aval du marquage CE. Pour tout le travail marquage CE, bien évidemment, nous n'avons strictement rien à voir. Les organismes notifiés proposeront très probablement ce genre de grille, mais en tout cas, ça ne relève pas de nos missions. Et nous-mêmes, nous n'évaluons pas tout. Soit c'est des forfaits innovation, et là, on voit des logiciels d'aide au diagnostic, etc., pour aider les professionnels, puisque le forfait innovation convient à la fois pour des DM et à la fois pour des actes.
ou bien la CNEDIMS et l'industriel fait appel à la CNEDIMS s'il souhaite un remboursement de son dispositif. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'en dehors de ces deux cases-là, si je peux dire, nous n'avons pas de mission sur les logiciels professionnels. Donc comme le numérique bouleverse totalement les frontières, on voit bien qu'en matière de numérique, on a besoin de structurer les débats et très prochainement, d'ici un mois à peu près, la HAS va sortir une grille de classification des solutions numériques afin de pouvoir structurer correctement les débats, sachant que ces grilles devront peu à peu se transformer avec une vision matricielle pour répondre aux questions, bien sûr, que vous vous posez. Je propose que déjà peut-être vous nous dirigez vers les questions, Corinne. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut faire le pont avec ce que vous venez de dire, avec une question qui a trait aux aspects de marquage CE. On nous dit que beaucoup d'informations utilisées dans la grille descriptive que Cyril vient de nous présenter sont dans le dossier technique de marquage CE. Et la question, c'est est-ce qu'on peut mettre à disposition ce dossier technique et y faire référence dans le dossier. Je donnerais plutôt un conseil qui est d'utiliser ces informations qui sont déjà dans le dossier technique pour renseigner le dossier de remboursement et d'exploiter toutes les informations, évidemment, elles seront utiles, que vous avez dans le dossier technique pour alimenter votre dossier de remboursement. Personnellement et dans le service, on n'a absolument pas accès à ces dossiers, donc c'est à vous de les utiliser pour répondre aux questionnements du guide fabricant. Donc, utiliser les informations, oui, bien volontiers, elles sont certainement adaptées. Il y a également pas mal de questions. Alors, je ne sais pas, peut-être Isabelle, sur le périmètre d'évaluation. Est-ce qu'un jour, on va évaluer des montres connectées grand public dont les capteurs de suivi ont été validés par les autorités sanitaires? Est-ce qu'elles pourraient accéder au remboursement chez nous? Alors aujourd'hui, on voit arriver des dossiers à la CNEDIMS que l'on n'aurait pas vu il y a quelque temps, comme il y en a un presque emblématique, si je peux dire. Mais je crois qu'il est en cours. Je ne sais plus si c'est public, donc je préfère ne pas répondre directement. Mais oui, petit à petit, on verra arriver des dispositifs sous une seule réserve, bien sûr, c'est que, comme le disait Madame Collignon en début de séance, il faut que ça rentre dans le champ de la CNEDIMS, c'est-à-dire qu'il y ait une finalité qui soit médicale et non pas autre, et adaptée pour un patient. Je propose une question plus technique. Est-ce que la partie IA pure est évaluée et sur quelle base? Cyril, tu veux y répondre? Alors oui, la partie IA pourra être évaluée. Nous aurons habituellement, enfin pour certaines technologies, nous faisons appel à des experts extérieurs qui vont nous éclairer sur cette partie-ci si jamais les éléments sont vraiment trop spécifiques et trop techniques. Mais de la même manière que pour un autre dispositif, pour une pathologie donnée, on va faire appel à un expert du domaine. Donc oui, la grille IA va être exploitée en tant que telle, et ensuite et le reste du dossier également. Il peut y avoir une expertise spécifique, oui. Peut-être un petit complément, comme une voiture. On peut évaluer une voiture sans forcément ouvrir le capot de la voiture. Dans des mots simples, cela veut dire que ce que l'on voit arriver, c'est pas un algorithme, c'est plusieurs algorithmes parfois pour le même dispositif. Et donc, il est évident que Cyril a bien expliqué tout ce que l'on voyait, c'est-à-dire tout le contexte, les données, le modèle, etc. Mais si je peux dire, pour peut-être illustrer mes propos, les formules mathématiques de chaque algorithme, ça, on n'ira absolument pas regarder. Ce qu'on regarde, c'est l'entrée, la sortie et qu'est-ce que ça fait. C'est ça que nous, on évalue. Et une autre question sur ce thème-là, y a-t-il des approches différentes entre notre approche, l'approche qu'on a développée, et les grilles d'évaluation mises en place, par exemple, à la FDA? On nous cite souvent l'exemple de la FDA. Lequel de vous deux veut répondre à cette question? Par définition, elles sont différentes puisque la FDA n'a pas du tout les missions de la HAS. La FDA, souvent, est à tort comparée avec la HAS, mais la FDA a pour mission presque équivalente le marquage CE.
Toute l'équivalence de la HAS se fait, puisque l'organisation du système de santé américain est totalement différent, se fait plutôt au niveau d'assurance privée ou etc., de savoir qu'est-ce qu'on va prendre en charge pour nos patients. La question n'est donc pas du tout la même. Donc FDA égale pour nous beaucoup plus proche du marquage CE, alors que nous, on est là pour le remboursement. Il y a une question sur l'éligibilité de cette grille descriptive. Alors, je vais essayer d'y répondre directement et Cyril et Isabelle, vous compléterez. La question, c'est quels sont les critères d'éligibilité pour avoir l'obligation de répondre à la grille IA dans le dossier de remboursement d'un DM connecté? En fait, le guide et donc les éléments de ce guide, dont la grille IA, sont destinés à vous aider à décrire tous les volets de votre dispositif que vous nous soumettez pour que les membres comprennent bien ce qu'est le dispositif et comment il fonctionne. Donc, il n'y a pas d'obligation pour toutes les technologies à renseigner cette grille, mais dès lors qu'il y a un volet avec apprentissage automatique, cette grille est un outil pour vous pour apporter aux membres les informations descriptives utiles. Donc, Cyril l'a dit, il y a peut-être certains champs de la grille qui ne seront pas adaptés à votre technologie en particulier, mais on a essayé d'y mettre tous les items qui pouvaient vous permettre de décrire au mieux cette fonctionnalité d'apprentissage automatique. Donc, ça n'est pas une obligation, cette grille, c'est surtout un outil. Et a priori, si votre technologie contient une fonctionnalité d'apprentissage automatique, cette grille va vous aider à documenter votre dossier. Et vraiment, si vous avez, donc si votre technologie s'appuie sur de l'apprentissage automatique et que vous ne remplissez pas cette grille, on risque d'être amené à, on va vous la demander. Donc en fait, ça fait gagner du temps. Enfin, c'est pour ça qu'on vous le met à disposition dans le guide et qu'on vous dit quelles sont les informations dont on a besoin. C'est justement pour gagner du temps et éviter des échanges pour obtenir les mêmes informations. Dès le départ, vous savez ce que vous devez nous fournir, donc pour que votre dossier soit instruit le plus rapidement possible. Je vous propose de... Ah, Isabelle, vous aviez un complément? Oui, non, pas un complément, mais je vois que beaucoup de questions tournent sur les logiciels des professionnels de santé. Donc, on va répondre à cette question. En fait, c'est très simple. Pour répondre à la question, qui évalue les logiciels réservés aux professionnels de santé? Eh bien, écoutez, il y a le marquage CE lorsqu'ils sont du domaine du marquage CE et après, rien au niveau de la HAS. Rien, absolument rien. Nous n'avons aucune mission au jour d'aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, nous n'évaluons pas. Alors, évidemment, je comprends les questions parce qu'en fait, où est rentré le plus le numérique très rapidement? C'est dans ces aides au diagnostic, dans ces aides au traitement, dans ces aides aux professionnels de santé. Et un jour, effectivement, il faudra se poser cette question de savoir, faut-il en évaluer certains? Ne faut-il pas? Si oui, qui, quoi, comment, etc. Et ça, ce sera l'objet d'une réflexion ultérieure. Mais en tout cas, l'HAS ne se substitue pas au marquage CE. Il y a une autre question technique sur la grille et après, on peut peut-être élargir aux questions d'évaluation. Est-ce que tous les types d'IA vont être analysés selon la même grille? Donc oui, l'outil est commun. Il a été conçu pour balayer tous les volets importants concernant la description des fonctionnalités apprenantes. Encore une fois, si les items ne sont pas adaptés, vous renseignez que c'est sans objet pour votre technologie. Mais a priori, cette grille s'adapte à tout ce qui embarque des fonctionnalités apprenantes. Cyril a sûrement un complément de réponse à apporter. Oui, elle est vraiment dédiée à l'apprentissage, à tout ce qui est apprentissage automatique. Et si votre technologie ne correspond pas à ce type de fonctionnalité, alors dans ce cas-là, c'est que vous devez remplir le dossier, la partie descriptive du dossier, comme pour toute autre technologie. Là, vous avez vraiment une grande feuille blanche. Si votre technologie s'écarte de cela, libre à vous de trouver le meilleur moyen de la décrire dans la partie descriptive du dossier. Ceci étant, la grille que les équipes ont constituée, après une consultation publique, faut le noter, et merci à tous ceux qui ont répondu à cette consultation publique, va forcément évoluer dans le temps, possiblement, et c'est au gré des dossiers que l'on verra. Si elle devient non adaptée pour une raison quelconque ou à devoir être complétée, elle le sera bien évidemment.
Une question, je vous propose de passer à des questions d'évaluation. L'ASA peut évoluer en fonction de la performance de l'algorithme et de la population exposée. Réévaluez-vous l'ASA dans le temps de manière rétrospective? Alors, non. Non, c'est lorsque on s'exprime, lorsque le dossier est déposé, qu'on doit le donner. Si un industriel voit qu'il y a une forte évolution dans un de ces dispositifs, il peut toujours redéposer un dossier. Nous, on donne un avis de durée d'inscription qui peut aller de 1 à 5 ans. Généralement, c'est plus entre 3 et 5 ans, et évidemment 5 ans. Mais si un industriel veut revenir plus tôt parce qu'il y a une forte évolution incrémentale, ou voir une forte évolution, même au-delà d'incrémental, il revient, il dépose un dossier. Il n'y a pas d'avis rétrospectif. Une question sur les données prises en compte. Est-ce que les données de vie réelle sont acceptées versus essais contrôlés randomisés? Une question qui revient souvent, ça. Heureusement, les données de vie réelle sont excessivement intéressantes et importantes. C'est la vraie vie. Donc, il n'y a pas d'un côté de rupture. À un moment donné, il faut des essais cliniques bien particuliers, on le voit bien, mais après, on est dans la vie réelle. Donc, toutes les données, et alors plus on va avoir des objets connectés, des dispositifs connectés, par définition, il y aura de plus en plus de données. Donc, oui. Alors, une question complètement en lien. Existe-t-il un guide à la HAS pour les données en vie réelle? Sinon, est-ce prévu? Isabelle, vous voulez compléter? Oui. Alors forcément, toutes ces questions viennent d'autant plus, alors elles étaient déjà hors sujet numérique, mais forcément, elles prennent toute leur ampleur, si je peux dire, avec l'arrivée de masse du numérique. Donc, il va y avoir effectivement un guide qui va sortir sur les études de post-inscription. Ce guide va être commun, d'ailleurs, aux 3 commissions qui sont pour le médicament, le dispositif médical et médico-économique. Donc, ce sera le même guide, document pour les 3 commissions sur les données en vie réelle. D'ailleurs, arrive également, donc vous voyez que les choses vont bouger terriblement dans les semaines, puisqu'il s'agit bien de semaines maintenant, c'est la question de l'impact organisationnel, comme la disait Corinne en début de séance. Ce document va arriver également pour les 3 commissions et dans les semaines à venir. Une question sur notre périmètre d'évaluation. Est-ce que la HAS intervient dans le processus d'évaluation des dispositifs médicaux sur mesure réalisés grâce à l'IA dans le cadre de notre webinaire, puisque c'est le thème? On pourrait penser bien évidemment, par exemple, à tous les logiciels qui préparent les coupes en orthopédie, hein, si on prend cet exemple-là, et qui va donc créer des guides donc sur mesure hein, pour le patient. Donc toute la question, donc je peux pas répondre de manière très tranchée. Dans la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est si c'est un logiciel pour des professionnels ou à un moment donné, est-ce que c'est le DM qui est sur mesure. Donc les DM sur mesure, on peut les voir, mais la manière de fabrication, si je peux dire, si ça a été fait de telle ou telle manière, j'allais dire peu importe. En revanche, ça se traduira dans les résultats de l'évaluation clinique indirectement. Mais effectivement, les DM fabriqués sur mesure rentreraient. On n'en a pas vu fabriqués à base d'intelligence artificielle jusque-là, sauf erreur, mais ils pourraient rentrer dans notre périmètre d'évaluation. Une question toujours sur le périmètre. Je propose, Cyril, je pense que tu vas avoir des éléments de réponse. Qu'en est-il des applications téléchargeables sur un ordinateur pour suivre l'évolution de sa pathologie, par exemple dans le diabète, pour un patient ou sur un smartphone? Et est-ce que ces applications peuvent être considérées comme un dispositif médical? Alors oui, des applications, que ce soit sur un smartphone, sur un ordinateur, il y en a qui ont le statut de dispositif médical, et à partir de là, elles peuvent être évaluées, elles sont évaluées par la CNEDIM. D'ailleurs, vous avez un certain nombre d'applications, de logiciels dispositifs médicaux qui sont actuellement pris en charge. Et une autre question pour toi, l'expert. Si l'apprentissage automatique est supervisé, cette grille doit-elle aussi être remplie?
Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous verrez, il y a un certain nombre d'items qui sont, on reprend comme exemple les algorithmes ayant eu un apprentissage supervisé. Tout à fait, oui, oui. Une question, une solution d'intelligence artificielle non intégrée dans un dispositif médical peut-elle être évaluée par la CNEDIMS? Alors, je partage avec vous parce que je pense que cette question est intéressante. Je me dis spontanément que si elle n'est pas intégrée dans le DM directement, on ne va pas l'évaluer. Est-ce que l'un ou l'autre a des compléments de réponse? Bah, je dirais, ça dépend ce qu'on entend par pas intégré dans le DM. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un logiciel qui a le statut de DM, bah, voilà, c'est un DM. Donc, je ne sais pas exactement ce que la personne qui a posé cette question, à quelle situation elle pensait, mais si effectivement c'est un logiciel destiné aux patients et qui est basé sur de l'IA, même s'il n'y a pas de composants physiques, que c'est uniquement un logiciel, oui, En on fait, va l'évaluer. pour compléter, peut-être, c'est très difficile de répondre à la question qui a été posée parce que pratiquement tout ce que l'on voit amène beaucoup de questions en ce moment, puisque ça coupe toutes les frontières lesquelles on était habitué. Donc oui, en CNEDIMS, on voit actuellement des DM avec des logiciels sur des smartphones ou tout ce que vous voulez pour transmettre des données, etc. Ça, on le voit. Donc du coup, on voit à la fois le DM et la question de la transmission de la donnée. Typiquement, dans tout ce qui concerne les défibrillateurs, les stimulateurs cardiaques, etc., etc., on a bien quelque chose qui transmet la donnée. Et c'est ces logiciels qui parfois traitent et fabriquent des alertes aux professionnels, on les voit avec, par définition, c'est dedans. Donc, c'est accroché. Mais parfois, ça ne l'est pas. Je vois qu'il y a une question, si vous permettez, je vais répondre directement, puisque ma réponse n'a pas été assez complète sur les études en vie réelle. Oui, ça ne concerne pas que la post-inscription. Évidemment, il peut y avoir aussi des études en vie réelle, en primo-inscription. Hein. Pourquoi pas? On accepte les données en vie réelle, enfin, sous les réserves que l'étude soit bonne, bien évidemment. Il y a une question qui fait le pont avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure et du coup, c'est utile de clarifier où en est le guide sur l'impact organisationnel. Il devrait sortir d'ici la fin de l'année. Il est en cours de validation en interne. Il est quasiment finalisé et il devrait être rendu public en décembre. Des questions sur… un certain nombre de questions tournent autour du type de données à apporter dans le dossier. Et sur l'accompagnement qui est possible. Donc, participez-vous à des avis de type Early Dialogue sur le développement des dispositifs médicaux connectés. Donc oui, on l'a évoqué précédemment, on a mis en place depuis plusieurs années et c'est également adapté aux dispositifs médicaux connectés, à ceux qui embarquent de l'IA, des systèmes de rendez-vous précoce, excusez-moi, pour échanger avec vous sur le programme de développement, du coup, sur l'étude que vous comptez mettre en place avant de la mettre en place. L'objectif, c'est que le service partage avec vous son expérience de l'évaluation, sont des rendez-vous non contraignants, mais qui peuvent vous être utiles avant de lancer l'étude. Et une question complètement liée à ça que vous posez, c'est quel délai? On essaie de les organiser dans un délai de 30 jours qui suit votre demande. Donc oui, ça existe pour les dispositifs médicaux et a fortiori, c'est adapté pour ceux qui embarquent de l'intelligence artificielle et on essaie de les organiser rapidement. Ce qu'il nous faut, c'est que vous ayez construit votre protocole pour qu'on ait de la matière à discuter puisqu'on ne peut pas construire avec vous l'étude, mais bien échanger sur ce que vous comptez mettre en place. Je balaye les questions. Les solutions IA facilitant un diagnostic, par exemple en radiologie et n'étant pas associées à un DM, sont-elles susceptibles de remboursement? Qui les évalue pour cela? C'est un beau sujet. Oui, ben c'est un grand sujet parce que, comme c'est ce que je disais aujourd'hui, de toute façon, il y a une certification marque HCE de ces solutions numériques. Après, c'est considéré comme un outil d'aide pour le professionnel et donc, du coup, c'est chaque structure qui va s'équiper d'un tel logiciel qui peut potentiellement souhaiter une évaluation et en faire une. Un groupe d'hôpital, un groupe d'établissement de santé,
santé, etc. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, la HAS n'a pour l'instant rien à voir dans ce type de logiciel. Voilà, donc la grosse question sera de savoir si il y aurait besoin un jour d'une évaluation pas pour tout bien évidemment, à la demande des industriels et pour les dispositifs, les logiciels qui sont les plus à risque, classe 3 par exemple, ou etc. Mais en tout cas aujourd'hui, marquage CE. Après, pour la question ce qui est posé dans beaucoup de questions, je le vois bien, c'est la question du modèle économique de toutes ces solutions d'aide aux professionnels. Ça n'est pas l'objet de la HAS, même si c'est très frustrant d'être obligé de répondre à cette question de cette manière-là. Mais on voit bien que le numérique, comme je le dis et je le répète, casse les frontières. Et donc, du coup, beaucoup d'organisations diverses et variées doivent s'interroger également sur beaucoup de sujets parce que ces questions-là de modèle économique de ces solutions est absolument essentielle et n'incrémenteront le système de santé que et uniquement que s'il y a de la visibilité et de la lisibilité sur ce sujet. Pas sujet aujourd'hui. Enfin, HAS, j'entends. Les questions continuent à arriver. J'en vois une directement sur la grille. Si on évalue uniquement les données d'entrée et de sortie, quid de l'explicabilité et de l'interprétabilité de l'IA si on n'évalue pas tous les algorithmes? Alors, je dirais qu'on n'évalue pas que les données. Justement, on n'évalue pas que les données d'entrée et de sortie. On va justement décrire, on vous demande de décrire les données d'entrée et on va évaluer les données de sortie au travers, par exemple, des études cliniques et des données cliniques que vous allez fournir. Et justement, l'objectif de cette grille, c'est de donner un peu plus d'informations sur le modèle, sur la façon dont va fonctionner l'algorithme, justement pour appréhender son fonctionnement et aller un petit peu plus loin dans la compréhension de cela et être sûr. Il faut que la commission, quand elle va rendre un avis, il faut lever un certain nombre de doutes de leur part et les convaincre que les résultats que vous avez obtenus par exemple, sur tel type d'échantillon pourra être extrapolable à l'ensemble de la population. Il en est de même pour tout DM. On dispose, pour l'inscription d'un DM, on nous fournit donc des études cliniques qui sont sur un nombre restreint de patients, et la CNILIMS, au vu de l'ensemble des éléments dont elle dispose, dit voilà, on a suffisamment d'éléments pour juger, pour penser que ce dispositif sera utile à l'ensemble de à l'ensemble des personnes auxquelles elles sont destinées. C'est-à-dire dans l'indication validée, voilà, on pense que le dispositif a un bénéfice. Et donc, oui, on va s'intéresser aux données d'entrée, oui, on va s'intéresser aux données de sortie, mais également, au travers de cette grille, à d'autres, on essaye de voir un peu plus la façon dont votre dispositif fonctionne et pour consolider, pour que la CNILIMS puisse consolider son avis. Voilà. Une question sur la grille directement aussi. Pour un algorithme conçu par apprentissage, puis figé après déploiement du dispositif médical, donc dont les performances sont validées par des études cliniques pour le CE, est-ce que la grille est applicable? La seule chose importante n'est-elle pas les performances? Alors oui, mais on a quand même souhaité jusqu'à présent savoir comment votre dispositif avait été, enfin s'il a été conçu à partir d'apprentissage automatique. C'est vrai que c'est une demande de la commission de savoir comment la fonctionnalité a été conçue. C'est toujours pareil, ça dépendra un peu également du type de données que vous serez capable de fournir à la commission. Si effectivement vous avez de grandes études que vous avez déjà menées, vous avez un certain nombre d'éléments de preuve sur différents types de populations, voilà, vous avez des preuves robustes. Et nous, on souhaite quand même savoir comment ça a été, comment votre système a été conçu. C'est l'objet de cette demande. Une question qui va nous permettre de préciser effectivement les prérequis réglementaires. Comment Equis s'assure de la sécurité et de l'utilisation des données de santé des objets connectés?
Alors, sur ce sujet-là, écoutez, la HAS n'est pas la CNIL, hein, par définition. Donc, nous, ce que l'on fait, c'est que dans tous nos dossiers, nous indiquons deux choses sur ce point-là. Premièrement, le respect du RGPD et deuxièmement, la réponse franco-française de la question de l'hébergement des données de santé. Les réponses, les indications que l'on met là sont stricto sensu ce que l'industriel déclare. Nous ne vérifions strictement rien. Et donc, nous disons, l'industriel nous a dit que. L'industriel a dit que. Et on repasse après à d'autres, puisque nous n'avons pas l'émission de la CNIL. C'est un point d'importance, hein, parce que qui dit connecté dit par définition sécurité des données, mais en tout cas, on ne valorise pas ces questions-là et on ne dévalorise pas non plus, on n'évalue pas ce point-là, on l'indique. Une question très rapide. Combien de temps faut-il compter entre l'évaluation par la CNEDIMS jusqu'à la parution au journal officiel? Ça dépend. Nous, on a des délais, ils sont sur les sites internet de l'HAS entre 55 jours et 120 jours en moyenne. Moyenne, médiane, vous regardez sur le site. Après, derrière, il y a le CEPS. Et puis après, nous, on ne fait que donner des avis. Donc, après, le décideur prend le temps qu'il faut. J'ai l'impression qu'au travers des questions qui sont posées et dans leur chronologie, qu'on n'a peut-être pas été suffisamment clair sur les technologies à base d'IA, d'aide au diagnostic. J'ai l'impression qu'il y a encore des questions sur ne serait-elle donc pas éligible au remboursement par la CNAM? En fait, c'est que c'est un autre processus de remboursement. Isabelle, vous voulez développer? En fait, toute la question qui est posée, et on retourne très souvent autour de celle-ci, c'est la question de l'acte du professionnel. Et quels moyens le professionnel a-t-il pour réaliser son acte? Est-il différent avec une solution numérique ou non? Style télésurveillance ou pas? Et donc, ces questions-là sont du ressort de la CNAM, et donc de l'inscription des actes, ça va avec les actes. Il y a un certain nombre de questions qui sortent un petit peu du champ de notre webinaire, mais qui paraissent importantes, qui concernent le programme étape. Où en est l'évaluation de l'expérimentation étape? Quel sera le rôle de la HAS? Et comment va s'effectuer le passage en droit commun des solutions qui sont incluses dans étape? On l'attend tous, ce passage en droit commun. Il est annoncé pour 2021. Écoutez, c'est la DGOS qui tranchera et qui dira comment elle assurera ce droit commun. Donc, je pense que maintenant, très rapidement, les choses vont se décider. On l'espère tous. Une question de périmètre avec des dispositifs qui effectivement ont des fonctionnalités à géométrie variable. Pour un dispositif basé sur de l'IA ayant à la fois une plateforme dédiée, alors attendez, parce que ça a défilé, une plateforme dédiée aux professionnels de santé et une plateforme dédiée aux patients, est-ce que ce dispositif pourrait faire l'objet d'une demande à la HAS? Répétez votre question, c'est laquelle? Je veux bien. Je répondrai oui. Pour un dispositif basé sur de l'IA ayant une plateforme, en fait, il y a deux volets dans la technologie, une complètement dédiée aux professionnels et une qui est utilisable par le patient. Du coup, est-ce qu'elle relèverait de notre champ? Pour la partie utilisable par le patient, oui, clairement oui. 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 Je vois une question sur la question des experts. Les experts ne sont pas abordables, si je peux dire, par qui que ce soit, en amont, en tout cas pas par les industriels. Et les experts varient puisque ça dépend de leur déclaration de lien d'intérêt par définition. Comme vous le savez, la HAS est intransigeante sur ces points-là. Donc par définition, ça va dépendre des sujets. Donc on ne peut pas dire tel expert pour tel dossier. Ça bouge tout le temps. 2500 experts chaque année viennent collaborer d'une manière ou d'une autre aux travaux de la HAS. Une question sur des perspectives. Existe-t-il des groupes de travail prévus sur l'explicabilité dans le deep learning?
Alors, je dirais on espère pouvoir s'appuyer là-dessus, peut-être sur des groupes de travail, peut-être d'autres domaines. Voilà, c'est vrai que là, l'HAS a voulu a voulu se lancer dans cette grille descriptive qui pourra peut-être s'appliquer à d'autres domaines. De la même manière, j'espère qu'on pourra s'enrichir des travaux qui seront faits, qui seront faits ailleurs. Alors ensuite, peut-être qu'Isabelle Adno voudra lancer un nouveau chantier. On a beaucoup de chantiers en cours, mais c'est l'époque qui veut ça et je vois que l'heure tourne. En tout cas, je voudrais collectivement, pour peut-être clore ce webinaire, remercier tout ce que font les professionnels de santé, tout ce que font les industriels, les uns comme les autres, évidemment aussi les administrations, mais c'est de manière différente. Au front, beaucoup d'industriels, au front, évidemment, tous les professionnels de santé, en cette période franchement compliquée, humainement et socialement. Le numérique est absolument essentiel pour changer, modifier nos organisations de santé. Et bien évidemment, un système de santé, ça n'est jamais que des humains au service d'autres humains, mais on voit bien, et la période que nous vivons aujourd'hui le confirme encore si besoin, les solutions numériques sont là aussi pour nous aider. Donc, nous devons tout faire pour pouvoir évaluer ce qui doit l'être en temps et en heure. Merci à chacun d'entre vous et il sera répondu à toutes les questions, je crois, Corinne. Oui, oui. Du coup, timing parfait, il est midi pile. Vraiment un grand merci d'avoir été si nombreux à participer. J'ai trouvé que les questions étaient vraiment au cœur de nos préoccupations et j'espère qu'on a répondu à vos questionnements. On est, vous l'avez compris, à disposition pour échanger sur vos thématiques particulières dans le cadre de rencontres précoces ou pré-dépôt. Avant de fermer ce webinaire, je voulais vous signaler de ne surtout pas oublier de répondre au questionnaire que vous allez recevoir par mail et de nous le renvoyer. Et puis voilà, je voulais vous remercier tous et remercier toute l'équipe qui nous a aidés à préparer ce webinaire et vous dire à très bientôt.